Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. C'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vous remercie de me recevoir chez vous dans le cadre de notre émission d'analyse de questions politiques, économiques et sociales de notre pays. Aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule « Nous devons faire un choix judicieux des partenaires étrangers qui devaient nous accompagner dans la reconstruction du pays. » Il ne faut pas de la complaisance. Avant de nous appeler à notre thème, nous avons une série d'informations que nous appelons analyse d'informations en vrac. Analyse d'informations en vrac, nous commençons d'abord avec le problème de la machine FCC qui est déjà en marche. La machine FCC est déjà en marche pour contrecarrer le chef de l'État par tous les moyens. Et ici, on se pose la question, comment les gens qui sont en coalition peuvent-ils se combattre? Comment les gens de la coalition peuvent-ils combattre un membre de leur coalition? Le président de la République, c'est membre de la coalition Cash FCC. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Donc, pour l'FCC, vous les avez suivis dans la messe qu'ils ont organisée à Lubumbashi. Ils ont dit que voilà, bientôt, ou en 2023, M. Kabila devrait rentrer au pouvoir. Donc, l'FCC devrait rentrer au pouvoir. Donc, pour eux, la rentrée au pouvoir est hypothéquée par la réussite du chef de l'État. Donc, ils se disent, si le chef de l'État arrive à réussir, eux seront handicapés, parce qu'il va présenter un bilan positif au peuple qui va lui renouveler sa confiance. Ça pose un problème. C'est ça la réflexion des FCC. En fait, aujourd'hui, le FCC est en train de faire des blocages au programme du gouvernement du chef de l'État, au chef de l'État, aux actions du chef de l'État. Vous avez suivi comment il disait que voilà, la gratuité de l'enseignement, c'est un projet de M. Joseph Kabila quand il était président de la République. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas mise en action? Donc, le FCC tient par tous les moyens, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État, à lui bloquer la route parce que le retour au pouvoir, selon leur réflexion, c'est quand le chef de l'État aura échoué. Quand il échoue, là, ils ont la possibilité de rentrer au pouvoir. En fait, ils constatent que le chef de l'État est en train de progresser en puissance et en popularité, tant au plan national qu'au plan international. Alors, ça leur fait peur. La peur a commencé en fait avec la nomination du gouvernement. Quand les grands barons du FCC se sont vus écartés du gouvernement, ils se sont dit non, cet homme c'était un danger. Alors maintenant, il nous faut rentrer au pouvoir. Pour rentrer au pouvoir, nous devons absolument lui compliquer la vie. Alors, le blocage ou l'obstruction de la machine FCC contre le président de la République se manifestait avec cette rébellion de gouverneurs qui ont contesté les ordres du ministre de l'Intérieur, qui est leur chef hiérarchique, qui est leur autorité hiérarchique. Ils ont refusé et ils ont été appuyés par cela, par le ministre de la décentralisation, qui sait pertinemment bien qu'il n'a pas d'ordre, des ordres à donner au ministre de l'Intérieur, parce que sur le plan administratif, il est en dessous du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un blocage. Un blocage, c'est l'affaire foncière. L'affaire foncière, où les hautes instances ont intimé les ordres au ministre des Affaires foncières de régler le litige foncier qui oppose Ngoï et Mokia, eh bien, le ministre des Affaires foncières a donné des instructions au conservateur du titre foncier et celui-ci, tout d'un coup, le ministre de la Justice se lance dans le plat, se met dans le plat pour dire au conservateur de ne pas appliquer les instructions qu'il a reçues, qu'il considérait selon lui comme étant illégal, nul et de nul effet. C'est ça le blocage. Les blocages, en fait, ce sont les ordonnances du chef de l'État. Des ordonnances qui sont signées il y a déjà plusieurs mois, qui n'ont jamais trouvé la moindre application, qui ont été bloquées par le refus du contre-seing du ministre du portefeuille. C'était les ordonnances portant nomination du conseil d'administration de la SNCC, Société nationale du chemin de fer congolais, et de la GICAMI. Ça, c'est les blocages. Les blocages, en fait, c'est l'histoire de l'ANIBA.
l'AMIBA où le conseil d'administration a suspendu, a révoqué, si vous voulez bien, le DG, et le ministre du portefeuille, à son tour, va destituer, démettre le président du conseil d'administration, garder le DG, et cet imbroglio, c'est ça le blocage. En fait, le blocage, ce n'est pas tout simplement ce que nous vivons, s'entre dans le plan, dans la stratégie de FCC pour bloquer complètement les actions du chef de l'État. Deuxième point d'information, d'analyse que nous avons, en fait, c'est le problème de la base de l'UDPS. Aujourd'hui, les gens disent, et voilà, la base de l'UDPS est en train de s'agiter, la base de l'UDPS est en train de mettre, quand il y a des événements, de mettre des pneus sur la route, les allumer, là-bas. Mais c'est cela exactement que la base de l'UDPS doit faire. Cette base a compris son rôle. Un parti politique qui a lutté pendant 37 ans, qui arrive au pouvoir, il doit protéger le pouvoir. C'est cela que la base est en train de faire. Donc la base de l'UDPS, aujourd'hui, moi je la considère comme le gardien, la gardienne du temple. Effectivement, ils font leur travail. Et à ce propos, il n'y a pas, de mon point de vue, à reprocher à la base de l'UDPS de s'agiter, de s'alarmer, de parler, de montrer les défaillances des uns et des autres, en fait, qui veulent obstruer la démarche du chef de l'État. Donc, je souhaite à la base de l'UDPS de continuer ce bon travail qu'ils sont en train de faire. Et aussi, on parle de certains conflits au niveau de l'UDPS, au niveau du secrétariat général, au niveau de certains membres. Mais c'est ça la vitalité d'un parti politique. Le parti politique qui a de la vitalité doit se battre autour des opinions, autour de lois, autour du règlement qui le régit. C'est cela qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne peux pas, outre mesure, m'inquiéter à propos de cela. Vraiment, c'est de la vitalité, ça reflète de la vitalité au sein de l'UDPS. Un problème qui touche aussi à l'information que nous devons analyser, c'est le problème du voyage du chef de l'État quand il est parti en Belgique. D'après certains médias, ils disent que le chef de l'État est parti en Belgique par le Rwanda Airways. C'est ce que nous avons appris. Si telle est la vérité, c'est vraiment dommage que cela soit passé ainsi. Vous savez que s'il y a un pays qui est notre grand ennemi, un pays qui nous a nui, un pays qui a encore des plans, des intentions de nous nuire davantage, c'est le Rwanda. Que notre chef de l'État voyage par Rwanda Airways, non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Parce que le Rwanda peut sacrifier cet avion pour justement atteindre le chef de l'État. Ça, c'est extrêmement sérieux. Donc, imaginez, et cela est connu de tous, que les Rwandais ont développé les types de poisons qu'on appelle carreau, un poison fait à base de la peau de caméléon, un poison très dangereux qui ne pardonne pas, qui n'a pas d'excuse. Ces hôtesses dans l'avion où a voyagé le chef de l'État, si réellement tel a été le cas, ils pouvaient manipuler ce poison et créer des problèmes sérieux au chef de l'État. Je vous dis sincèrement, un jour, j'étais avec un ami libanais, qui m'invite à un café. Quand je lui propose qu'on aille à Starbucks, il dit non, monsieur Capeta, nous ne pouvons pas aller à Starbucks parce qu'aller à Starbucks, c'est donner l'argent à ces gens, pas ces restaurants appartiennent aux Juifs, c'est donner l'argent à ces gens-là pour qu'ils aillent acheter les armes et venir nous tuer. De la même manière, je considère prendre l'avion du Rwanda, c'est donner l'argent au Rwanda pour qu'il aille acheter les armes afin de venir tuer nos femmes, violer nos filles, nos mamans, nos tantes, etc. Donc, on ne peut pas se le faire. Normalement, nous, Congolais, on devait... Ce n'est pas ça l'affaire du chef de l'État. Nous, Congolais, on devait se mettre debout pour saboter cet avion. Je vois très mal comment un Congolais prend un avion Rwanda Airways pour voyager quelque part. Je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. S'il m'arrivait, par exemple, de voyager et que l'occasion qui se présente, c'est l'avion Rwanda Airways, je préfère rater ce voyage-là. Voilà. Donc, nous disons bien, dans l'avenir, il ne faut pas que cela arrive. Et un autre problème, c'est le problème, toujours dans les informations, c'est le problème d'un document, un message envoyé par les groupes de gens qui se disent combattants, qui s'agitent beaucoup en Europe, en France et partout ailleurs,
qui sont porteurs du drapeau du Zaïre, qui chantent aux Zaïrois, quelque chose comme ça, eh bien, un de leurs écrit une note, une lettre, il poste sur les médias sociaux, dans laquelle il dit « Je voterai pour Kabila et non pas pour Tshisekedi ». Et il donne des raisons farfelues pour justifier sa décision. C'est vraiment dommage. Les Congolais, l'élite du Congo, les Congolais instruits pouvaient quand même se mettre d'accord sur certaines questions, même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de questions, ce qui est normal, mais nous devons nous mettre d'accord sur des questions fondamentales qui touchent au destin, à l'avenir de notre pays. Alors que cet homme-là dise des choses comme celui-là, qu'il va voter pour Kabila, il veut que Kabila rentre au pouvoir, eux qui ont toujours dit, les chantres, les combattants de la lutte contre l'occupation, qu'ils tiennent le tel langage, on se dit alors, ceux qui se ressemblent s'assemblent, parce qu'ils sont en train de combattre ici quelqu'un qui est race congolaise pure. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fils du pays. C'est eux qui nous ont toujours chanté tous les jours que Kabila était l'étranger. Que ces gens aujourd'hui prennent des positions pour dire qu'ils peuvent soutenir Kabila, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. On comprend bien, sauf pour ceux-là qui ne le savent pas, ces gens, ils ont toujours dit si Mobutu a perdu le pouvoir, si Laurent Désiré Kabila est arrivé jusqu'à Kinshasa à conquérir le pouvoir, c'est parce que justement, Mobutu était déjà affaibli à l'intérieur par l'UDPS. Donc ce sont des gens qui ont une haine viscérale à l'endroit de l'UDPS. C'est la raison pour laquelle ils prennent ces positions, qui ne peuvent étonner que ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont réellement. Donc, vous comprendrez, mesdames et messieurs, que nous devons faire attention en tant que citoyens de ce pays, un pays qui est encore en train de se battre pour sortir de l'ornière, un pays qui est en train encore de se battre pour se sécuriser, un pays qui est en train de se battre pour faire échouer le plan de la balkanisation. Nous ne sommes pas encore totalement en dehors de ça. Voilà, nous rentrons à notre thème, choisir, faire un choix judicieux de partenaires qui devraient nous accompagner dans la reconstruction du pays. Il ne faudra pas que les choix que nous ferons demain de nos partenaires soient dictés par les beaux yeux de certains pays. Non, pas du tout. Néanmoins, cette fois-ci, nous devons faire comme eux. Eux, leurs choix sont dictés par l'intérêt de leur pays. Nous, nous devons aussi faire des choix dictés par l'intérêt du Congo. L'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Nous avons perdu beaucoup d'années en faisant de mauvais choix. Alors, les choix dont je parle, ce sont des partenaires avec lesquels nous devons signer des accords. Et ce n'est pas un fait du hasard. Nous devons, il y a des années, on n'avait pas beaucoup de choix. Tout le pays africain en général, et le Congo en particulier, s'est reporté sur les Occidentaux, sur la coopération avec les Occidentaux. Aujourd'hui, nous avons des choix. Nous avons d'autres choix. Et c'est à cela que nous allons arriver. Qu'est-ce que les choix que nous avons toujours eu, l'unique choix que nous avons toujours eu des Occidentaux nous a donné, au bout des comptes? Je voudrais vous dire ici, si je n'anticipe pas, que ça n'a pas fonctionné. Toute la coopération avec les Occidentaux n'a pas du tout fonctionné pour notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui des œuvres réalisées par les Occidentaux en termes de projets à la suite des accords que nous avions signés avec eux? Donc, aujourd'hui, nous avons des choix. Et c'est ainsi que je vais vous parler d'un acteur qui est en train de monter, qui s'offre à nous, qui s'offre au Congo comme un partenaire avec lequel nous pouvons coopérer, la Russie. La Russie, c'est un partenaire aujourd'hui avec lequel nous pouvons coopérer. Et la Russie, dans sa démarche, ne veut pas être un bloc qui vient remplacer d'autres blocs. La Russie veut être présent et agir. Ça veut dire que la Russie veut aujourd'hui affirmer sa puissance, affirmer son image en tant que puissance planétaire. Donc c'est ainsi que la Russie, dans ses démarches, il propose aux Africains qu'elle vient plutôt pour réparer toutes les destructions commises par les Occidentaux. Donc la Russie manifeste un intérêt pour le Congo, mais qu'est-ce que la Russie devra faire? Qu'est-ce qu'il veut faire dans l'intérêt qu'il manifeste pour le Congo, ou si vous voulez bien en général pour les Africains?
Ici, il faut regarder la Russie dans sa configuration générale. La Russie, c'est un État pas comme les autres, un État colossal, que j'appellerais un État continent. Donc la Russie a une superficie de 17 millions et plus de kilomètres carrés. Imaginez, nous ne sommes que 2 millions, nous sommes parmi les pays les plus grands, d'Afrique. Nous ne sommes que 2 340 quelque chose de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, suivi très loin par le Canada avec 9 800 000 et quelque chose. Donc la Russie a dans son ventre tout ce que l'on trouve partout en Afrique. Donc dans son sous-sol, la Russie a les terroirs, la Russie a le gaz, la Russie a le pétrole, la Russie a même l'uranium qu'on peut trouver à la frontière avec la Mongolie. Donc la Russie a tout. Il a même ce que l'Afrique n'a pas. La Russie a la technologie dont l'Afrique a besoin pour se développer aujourd'hui. La Russie a le nucléaire, la Russie a les capitaux qu'il peut venir investir dans nos pays, dont nous avons besoin pour nos infrastructures, pour beaucoup de choses. Donc la Russie veut aujourd'hui venir, elle veut venir pour prendre un espace géopolitique en Afrique. Donc réparer tout ce que les Occidentaux ont fait. Alors on me posera la question, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Mais les Occidentaux sont à la base de ce que nous vivons, du crime dans lequel nous nous trouvons, ce sont les Occidentaux. Et là, les gens m'opposeront toujours en disant, Monsieur Capeta, vous savez, nous avons commis beaucoup de gaffes, mais nous renvoyons tout sur les Occidentaux. Bien sûr, les gaffes, nous les avons commises. Mais ce que les Occidentaux ont fait chez nous, c'est extrêmement grave. Je vais vous expliquer. Les Occidentaux, en fait, d'une manière générale, on pense que les programmes qu'ils amènent en Afrique, les projets qu'ils amènent en Afrique, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient indispensables, donc la terre africaine, la terre du Congo leur était acquise, alors les Occidentaux pouvaient se permettre de faire n'importe quoi. Ils nous proposaient des projets incroyables. Des projets incroyables accompagnés avec des conditions très humiliantes, très avilissantes. Et vous connaissez les programmes d'ajustement structurel des Occidentaux qui demandaient que les entreprises que nous avons, les meilleures entreprises que nous avons, soient privatisées. Vous connaissez les programmes des Occidentaux qui demandaient les licenciements massifs des fonctionnaires sans de plan alternatif. Vous savez que les Occidentaux venaient chez nous et ils voulaient que ce soit leurs entreprises, s'il y a des projets, leurs entreprises de l'espace OCDE qui viennent mettre en application ces projets. Vous savez que... Donc, quelles sont les infrastructures qu'ils ont développées? Regardons nos pays. Après 60 ans des indépendances, quelles sont les infrastructures réellement que les Occidentaux ont développées? Donc, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème. C'est pour ça que la Russie dit, moi, j'ai la capacité. Moi, j'ai la technologie. Moi, j'ai les capitaux. Je sais venir réparer tout ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, les Occidentaux, tous les pays considérés comme stables, tous les pays riches, qui ont des ressources, les Occidentaux voulaient y s'aimer le chaos. Le chaos consistait par les positions géographiques de nos pays. Si le pays a une bonne position géographique où ils peuvent installer, ils viennent pour y installer les bases militaires. Après y avoir installé les bases militaires, ce sont des missions militaires qui commencent à se succéder. Après ça, ce sont des opérations de forces spéciales qui arrivent de chez nous, dans nos bases, pour aller, si vous voulez bien, pour aller déstabiliser d'autres pays africains. Donc c'est ça que les Occidentaux ont fait dans nos pays. Ils cherchaient juste un prétexte pour créer des problèmes. Et les chaos qu'ils ont créés dans nos pays, c'est énorme. Le cas du Congo, notre pays. Mais ils auraient pu facilement, ils avaient la possibilité de résoudre le problème. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Hutus qui ont fui, que les Tutsis ont suivi, un prétexte pour eux. Non, pas du tout. Ça s'inscrit dans un plan des anglo-saxons. Les Anglais, les Américains, qui voulaient absolument récupérer le contrôle de l'espace congolais. C'était ça le problème. Ils sont venus, ils ont mis les chaos, ces chaos durent depuis 10 ans. En fait, c'est ça leur stratégie.
faire durer les chaos pendant longtemps pour arriver à la pourriture et enfin maintenant poser leurs actes qu'ils veulent. Plus près de nous, vous avez vu ce qu'ils ont fait tout récemment avec la Libye. Ils ont emmené tout l'armada occidental en Libye pour détruire des ponts, des infrastructures, des hôpitaux, les bâtiments, les usines d'extraction du pétrole. Ils ont tout détruit jusqu'à tuer le leader Kadhafi Kadhafi était déjà une idée pour l'Afrique par rapport aux pensées qu'il avait pour l'Afrique. Ils l'ont tué. Et les gens là, il ne faut pas dire non, voilà, tel peut nous sauver. Les gens pensaient beaucoup à Obama, mais Obama a été complice dans ce plan-là. Oui, il a participé, les forces américaines étaient là pour tuer Kadhafi. Donc, on l'a tué, on a détruit le pays et on leur a donné une facture. Vous savez de combien? Une facture de plus de 580 millions de dollars. Une facture à payer normalement qui équivaut à l'exploitation pétrolière de 50 ans. Vous vous rendez compte? Allez-vous me dire que là, la Libye a progressé ou bien l'a reculé? Ces pays-là qui n'avaient pas de dettes, ces pays-là où les étudiants allaient en voiture à l'école, ces pays-là qui n'avaient pas de gens en exil comme c'est le cas avec beaucoup d'autres pays, mais ce pays aujourd'hui est toujours dans l'instabilité. Ça, ce sont les Occidentaux. C'est le cas que vous avez vécu, que j'ai vécu, que nous avons tous vécu. Et ce n'était pas tout simplement la Libye qui était dans le point de mire. Il y avait le Mali, à cause de réserves d'or dans les sols maliens. Il y avait la République centrafricaine, bien sûr, vous avez vu comment on l'a déstabilisé, à cause des ressources, des réserves du diamant qui sont dans les sols. Alors, quand la France vous dit, par exemple, que non, je viens en Afrique pour stabiliser, non, la Russie vous dit, ils ne viennent pas pour stabiliser. Ils viennent pour déstabiliser. C'est cela. Donc, c'est un problème très sérieux dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons le choix de nous diriger vers la Russie comme un partenaire avec lequel nous pouvons coopérer pour notre développement. Donc, le développement, aujourd'hui, dans le cas de la coopération, nous avons le choix de choisir. Alors, en plus de la Russie, il y a un pays qui s'est affirmé, un pays qui a démontré ses capacités dans la coopération, c'est la Chine. Un joueur important qui est très puissant dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'économie. Alors, qui s'offre déjà à nous. Et les Occidentaux ne sont pas très d'accord. J'ai vu Madame Clinton qui était en train de faire des tours il y a, je crois, 4 ou 5 ans, en train de sensibiliser les pays africains. Non, n'acceptez pas la Chine. Il la voyait venir. Il savait bien que si nous nous mettons en contact avec la Chine, nous allons absolument l'adopter par rapport à eux. Donc, aujourd'hui, nous avons la Chine qui est un acteur assez important dans la coopération. Et comme vous le savez, l'argent n'a pas de couleur. Que l'argent vienne de l'Occident, si réellement ça pouvait venir de ce côté-là. Que l'argent vienne de la Chine, que l'argent vienne de la Russie. Pourvu qu'ils reconnaissent la juste valeur, ce que nous sommes capables de donner, ce que nous offrons, mais nous n'acceptons pas cet argent, nous en avons besoin. Et la Chine vient chez nous. Elle vient chez nous en tant qu'un pays avec lequel nous devons coopérer. En tant que tel, la Chine a des besoins à satisfaire. Parce qu'on ne fait pas la coopération pour des raisons de charité, pour des raisons philanthropiques. La Chine vient chez nous parce qu'elle a besoin de matières premières, des ressources naturelles. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, c'est un atelier du monde. Il n'y a pas un pays qui dispose d'aussi nombreuses usines, d'aussi nombreuses industries comme la Chine. Alors, pour que ces industries fonctionnent, elles ont besoin de matières premières. C'est ça. Alors, la Chine, par ailleurs, a aussi besoin de pays africains comme le marché où l'on vendra tous les produits qui sortiront de ces usines. C'est la raison pour laquelle, en fait, la Chine, les Occidentaux aujourd'hui la critiquent. Ils disent non, la Chine est en train de faire émerger les dictatures et de faire émerger la corruption. Mais ce sont des arguments que nous pouvons rediriger contre les Occidentaux. Avec la coopération avec l'OCDE, il y a eu beaucoup de dirigeants corrompus qu'eux ont pratiquement encouragés. Et ils leur ont même demandé, montrer la voie pour aller cacher les fortunes qu'ils volaient chez nous. Donc, ils ne peuvent pas accuser la Chine de cette manière-là. Alors, comment se caractérise la coopération avec la Chine?
D'abord, neutralité. La Chine ne vient pas pour fouiner dans ce que le pays est en train de faire, il vient juste pour coopérer. Ensuite, les respects mutuels, les respects avec les autres. C'est comme ça la Chine. Donc la Chine, quand elle vient, elle s'occupe de nos infrastructures, malgré que les Européens sont en train de l'accuser des mêmes fautes que eux se sont rendus coupables en fait dans le pays. Et les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Quand ils viennent avec le multinational, ils viennent pour piller systématiquement, pour exploiter tout systématiquement. C'est ce qu'elles font. On a vu par exemple chez nous avec les concessions minières qui sont vendues chez nous. On les a vendues à des prix très bas par rapport à leur réel prix sur le marché. Et qui les ont achetés? Ce sont les Occidentaux qui ont fait les manœuvres, ce sont les Occidentaux qui ont corrompu les gens pour les avoir presque gratuitement. On a vu les Occidentaux nous dire, écoutez, il y a des choses que nous allons gérer, parce que vous ne saurez pas le gérer. Nous allons vous donner l'argent. Depuis 10 ans, ils n'ont jamais versé un seul sou, ni au bénéfice de l'État, ni à l'impôt. Alors, les Occidentaux ont pillé littéralement l'Afrique. C'est ça que la Russie dit qu'il va venir réparer, il va venir reconstruire. Aujourd'hui, nous avons des djihadistes qui sont en Afrique. Est-ce que Boko Haram peut résister à cette puissante armée du Nigeria? On a vu des hélicoptères français qu'on a attrapés là-bas qui fournissent tout au Boko Haram. Donc, ceux qui pensent que nous sommes en train d'accuser gratuitement les Occidentaux, ils se trompent et commettent l'erreur. Parce qu'un simple chef de la rébellion qui se met debout dans nos pays, il est suscité par les Occidentaux. La preuve est là que, où est-ce qu'il les reçoit? Les AK-47, où est-ce qu'il les reçoit? Le FAL, où est-ce qu'il les reçoit? Le Mosée, où est-ce qu'il reçoit toutes ces armes dont il se sert nuit et jour? Où est-ce qu'il reçoit les munitions? Un militaire peut tirer 1000 balles par jour. Vous connaissez les prix d'une balle? 10 $. Alors il y en a 1000, ces militaires-là, qui tirent des balles comme cela. Où est-ce qu'ils reçoivent ces munitions-là? Les Occidentaux. Donc les Occidentaux ont un rôle fondamental, un rôle terrible dans la gestion de nos pays et dans le débâcle que nous avons connu pendant plusieurs années. Donc, la Chine a une coopération qui peut beaucoup nous aider dans ce que nous sommes en train de faire dans nos pays, parce que aujourd'hui, si on doit regarder aux résultats, on voit les ponts, on voit les tunnels, on voit les aéroports construits en Afrique dans certains pays, on voit les chemins de fer, on voit les stades, nous en avons à Kinshasa, on voit les grands bâtiments publics construits par la coopération avec la Chine. Et quand la Chine intervient, les coûts de ce projet sont moins élevés par rapport aux coûts des pays occidentaux. Ça, c'est la réalité. Donc, nous devons considérer cela dans le choix de nos partenaires de demain si nous voulons reconstruire le pays. Et la Chine, ce n'est pas de la blague, c'est un pays qui a donné ses preuves au point où aujourd'hui elle est présente, omniprésente dans le pays même qui le détestait hier, dans le pays qui le vilipendait d'hier, dans le pays qui ne le respectait pas. Il est là. En France, par exemple, depuis 2012, la Chine a déjà atteint au-delà de 30 milliards de dollars d'investissement. En France, tout simplement. Dans l'Est de la France, 2000 entreprises chinoises. Ils sont aujourd'hui dans le cosmétique, ils sont dans le vin, ils sont dans les télécommunications, ils sont dans tous les domaines en France. Et en Allemagne, par exemple, pour équilibrer leur économie, l'Allemagne a besoin des investissements chinois. Et aux États-Unis, qui étaient hier les chefs de peloton, les puissants sur le plan économique, aujourd'hui, il y a des entreprises chinoises qui investissent beaucoup aux États-Unis. Et même les États-Unis ont contacté de dettes de l'ordre de plus de 2000 milliards de dollars auprès de la Chine. La Chine n'a aucune dette. Et regardez la puissance de la Chine. Quand les Américains lui frappent des taxes à la douane de certains produits, le lendemain, c'est comme la réponse du berger à la bergère. Merci, chers compatriotes. En fait, je voulais vous dire que nous avons aujourd'hui un choix véritable de partenaires qui devraient nous aider à la construction. Il ne faut pas que l'on fasse de l'amusement comme dans le passé. Merci bien, on se retrouve prochainement. Voilà, à très bientôt.